Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents pour ce point presse du ministère des Armées. Un peu exceptionnel puisque nous recevons aujourd'hui l'ingénieur général de l'armement Thierry Carlier, qui est le directeur du développement international de la direction générale de l'armement. Et donc, pour le faire court, c'est le monsieur Vandarme du ministère des Armées et c'est la tête de pont, la tour de contrôle des exportations d'armement en France. On y reviendra beaucoup plus longuement tout à l'heure. Je commence, comme il en est l'usage, par les sujets d'actualité du ministère des Armées, au nombre de 3 cette semaine. Tout d'abord, pour l'armée de terre, vous mentionnez ce hacka sprint de la Task Force Simplification. Vous vous souvenez sans doute que dans le cadre de la vision stratégique du CEMAT Supériorité opérationnelle 2030, un des piliers de cette vision consiste en la simplification des modes de fonctionnement de l'armée de terre. Et donc, pour ce faire, les officiers stagiaires de l'école de guerre Terre travaillent sur ce sujet, se sont constitués en task force, une task force simplification donc, et nous avons 9 équipes de 8 officiers stagiaires de l'école de guerre Terre qui ont pour mission d'élaborer des mesures de simplification pour simplifier la vie en particulier des régiments et donc gagner du temps disponible pour la préparation opérationnelle. Il y aura une séance de restitution de ces travaux qui est ouverte à la presse, c'est une des raisons pour laquelle on vous en parle, qui aura lieu le jeudi 16 décembre. Et ces travaux seront restitués par les officiers stagiaires de l'école de guerre à un jury constitué notamment du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Schill. Journée pendant laquelle le CEMAT prendra la parole. Et donc, si vous souhaitez vous inscrire à cette journée de restitution de la Task Force Simplification, les coordonnées de la personne s'affichent actuellement à l'écran. Deuxième point d'actualité, la réception du 27e et c'est le dernier, Caïman Marine, donc le NH90 au profit de la Marine nationale. Il a été réceptionné par la DGA cette semaine et il sera réceptionné demain par la Marine nationale sur le site de Airbus Hélicoptère à Marignane. À terminaison, cet hélicoptère sera, comme tous les autres, affecté, si je puis dire, sur la base aéronavale de Lanvéoc dans le Finistère. Je vous rappelle que le Caïman Marine, c'est un hélicoptère de combat qui est embarqué sur un certain nombre de bâtiments de surface de premier rang, notamment les FREMM et les frégates de défense aérienne. Il peut aussi être déployé depuis la terre. Ces missions sont très très larges et couvrent, à vrai dire, tout le spectre du combat aéromaritime, qu'on parle de lutte anti-sous-marine, de lutte anti-surface ou de contre-terrorisme maritime. Mais c'est aussi un hélicoptère qui peut faire des missions de sauvetage, des missions d'évacuation sanitaire, des missions de soutien. Il y a une caractéristique particulièrement intéressante sur cet hélicoptère, ce sont ses capacités anti-sous-marines. C'est un hélicoptère qui est doté du sonar flash, de torpilles Mu-90, de bouées acoustiques et de la liaison de données tactiques liaison 11, ce qui en fait un outil extrêmement précieux pour les bâtiments de premier rang dont j'ai parlé, afin de maîtriser le milieu aéro-maritime. Troisième et dernier point d'actualité, là aussi dans le domaine capacitaire, la livraison du 6e avion ravitailleur MRTT auprès de la DGA. Souvenez-vous, la ministre des Armées avait décidé une accélération du calendrier de livraison des MRTT dans le cadre du plan de soutien aéronautique. Et nous avons donc là le 3e avion de l'année qui est livré, et donc le 6e au total. Nous aurons 12 MRTT à l'horizon 2023 et 15 à terminaison. Je rappelle que le MRTT est destiné à remplacer les appareils d'ancienne génération C-135 et KC-135 pour le ravitaillement en vol, ainsi que les anciens A310 et A340 qui font du transport stratégique de personnes et de fret. Alors, l'avion qu'on appelle aussi Phoenix, il est multimission. Il sert notamment pour la composante aéroportée de la dissuasion nucléaire. Il sert à la posture permanente de sûreté aérienne. Il sert donc à faire de la projection de force et du transport stratégique. Et il peut faire également du transport médicalisé d'urgence, notamment en BSS, où il est désormais déployé. Voilà les quelques points d'actualité que je voulais porter à votre attention. Si vous avez des questions sur d'autres sujets d'actualité, je suis à votre disposition. Monsieur Tanguy. Oui, bonjour. Est-ce que vous auriez la date de la livraison de cet appareil, parce que vous n'avez pas donné cette information? Non, c'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours. Si tout va bien, c'est le 10, mais comme il en est l'usage sur ces réceptions d'appareils qui sont malgré tout très compliquées, ça peut être un peu différent, mais a priori, c'est en fin de semaine. Voilà, hein, sous ton contrôle, Aude. Voilà. Y a-t-il d'autres questions sur l'actualité du ministère des Armées? Oui, Eric Biegala, Radio France. On a eu apparemment des avions français qui ont été, comment dit-on,
poste, escortés, interceptés par des avions russes en mer Noire. Pouvez-vous nous préciser un petit peu l'objectif de leur mission sur place? D'où décollaient-ils? De quoi s'agissait-il? Ok, le colonel Yanni va vous éclairer sur ce sujet. J'allais vous en parler pendant le point Ops, mais je vais répondre tout de suite à votre question. Il s'agissait d'un Mirage 2000 et un Rafale qui étaient accompagnés par un avion ravitailleur MRTT qui partaient de Métropole, qui ont décollé de Métropole, qui se sont rendus au-dessus de la mer Noire pour une mission de surveillance, comme on en fait de manière classique et habituelle. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Les avions ont évolué dans l'espace aérien international, en respectant le droit international. Et ce qui s'est passé hier et qui s'est passé de nouveau ce matin, et on a communiqué ce matin ce sujet, c'est qu'ils ont été rejoints par 2 chasseurs russes qui les ont accompagnés, qui ont volé à côté. Donc il n'y a pas eu d'interception et il n'y a pas eu de raccompagnement comme on a pu le lire dans la presse russe, et encore moins j'ai lu que l'armée russe, le ministère de la Défense russe disait qu'ils nous avaient empêchés de pénétrer dans leur espace aérien, ce qui n'était évidemment pas le cas puisqu'on n'avait pas l'intention d'y rentrer. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Et donc ça s'est passé hier et ça s'est repassé aujourd'hui. Et ces missions de surveillance, en fait, elles servent à 2 choses. La première, à nourrir notre appréciation autonome de situation en tant que nation, titre de la France, et d'autre part, à partager les informations qui sont collectées avec l'OTAN. Alors, je continue là-dessus. Quelle est votre appréciation, en fait, du déploiement russe actuellement dans cette région-là, notamment en Crimée, mais tout autour de l'Ukraine? J'ai pas de commentaire particulier à faire. Il est conséquent, mais comme vous le savez, il y a de nombreuses informations qui circulent en source ouverte. On a un déploiement russe important en Crimée. On a un déploiement russe important le long des frontières ukrainiennes. Il est aussi important le long des frontières baltes. C'est un sujet aujourd'hui de discussion. C'est un sujet d'appréciation, parce que le tout, c'est de caractériser ce déploiement. J'ai pas plus d'informations à vous donner et j'ai pas de scoop à vous donner là-dessus. C'est dommage. Monsieur Tanguy. Oui, en relance juste de la question d'Éric, peut-être pas un scoop, mais au moins le nombre de missions qui sont faites chaque année dans cette configuration-là. Alors, ce ne sera pas un scoop parce que tout le monde aura le chiffre, mais au moins on l'aura. Je n'ai pas le chiffre aujourd'hui exact, mais je vais vous le trouver. Excusez-moi, Mathieu Rabéchaud de l'AFP, juste une clarification. Vous disiez qu'il y a eu des rencontres avec des chasseurs russes hier et ce matin. La mission de ce matin, c'était les mêmes avions qui décollaient à nouveau de Métropole, un Mirage 2000, un MRTT et un Rafale? C'est exactement le même type de mission, c'est-à-dire des avions qui décollent de Métropole, qui sont accompagnés avec un MRTT pour des raisons de playtime, mais mon camarade de l'armée de l'air vous le dirait beaucoup mieux que moi, c'est technique. C'est exactement le même type de mission. Et encore une fois, c'est des missions classiques. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est des missions qu'on conduit de manière régulière. Et je pense qu'il ne faut pas surréagir à ce qui s'est passé hier ou ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est comme quand on a des avions à long rayon d'action, des ALRA russes qui se rapprochent de la Manche, qui sont escortés, accompagnés par des avions belges, des avions britanniques ou des avions français suivant leur position. C'est quelque chose d'assez habituel. Je pense que ce qu'il faut voir sur ce qui s'est passé hier, c'est l'action de communication des Russes qui en ont profité pour communiquer, faire de la communication stratégique. Voilà. Et ce matin, on a fait de la communication stratégique. Chacun son tour. Mon colonel, une question en audio de Monsieur Cognard. Combien d'interceptions françaises contre russes et vice-versa? Je suis désolé, je n'ai pas ce degré de détail. Je vais chercher le chiffre et je vous le communiquerai. Bien, si pas d'autres questions sur ce sujet ou d'autres actualités du ministère, on passe à l'agenda de Madame Parly. Alors cette semaine, aujourd'hui même, cet après-midi, donc la ministre participe à la conférence de presse du président de la République sur la présidence française de l'Union européenne. C'est la raison précisément pour laquelle on a décalé ce point presse à 13h et je vous remercie de prendre collectivement sur votre temps de repas si vous en avez un, ce dont je doute, et ce qui fait qu'on commence à 13h aujourd'hui. Ce soir, elle participera à la cérémonie de remise des sabres à l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun. Demain, elle aura un comité exécutif du ministère des Armées à l'hôtel de Brienne, puis elle s'entretiendra avec M. Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, en compagnie du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. S'en suivra une conférence de presse à 11h50 du secrétaire général de l'OTAN et des 2 ministres. Puis il y aura une séance d'échange avec le Conseil de l'Atlantique Nord au Quai d'Orsay. Dans l'après-midi, elle s'entretiendra successivement avec Mme Dariussecq, ministre déléguée, avec Mme Sora, secrétaire générale pour l'administration, avec le général Mille, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Enfin, à 17h, elle clôturera le Conseil supérieur de la fonction militaire.
Voilà pour cette semaine en cours. Pour la semaine prochaine, elle aura une conférence téléphonique avec ses homologues de Takuba le 13 novembre. Le lendemain, 13 décembre, je vous prie d'excuser. Le lendemain, mardi 14 décembre, elle s'entretiendra avec M. Maurer, qui est le président du Comité international de la Croix-Rouge. Puis, elle participera à la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale et sera enfin auditée sur la thématique de la PFUE, de la présidence française de l'Union européenne, à l'Assemblée nationale. Le lendemain, conseil restreint, conseil des ministres et comité ministériel d'investissement. Elle s'envolera ensuite pour un déplacement international lors duquel elle ira d'une part à Djibouti et d'autre part en Inde. Voilà qui conclut l'agenda de Madame Parly. Bien, nous rentrons maintenant... Ah pardon, Monsieur Tanguy. Oui, à nouveau Jean-Marc Tanguy. Est-ce que vous auriez le thème ou les thèmes du COMEX de demain matin? Et juste une petite, un petit détail, mais qui a son importance. On a eu quand même très peu de préavis pour s'accréditer à la conférence de presse commune du ministre des Affaires étrangères et de la ministre. Est-ce qu'il serait possible quand même de temps en temps de nous donner un peu plus de préavis? Parce que c'est vrai que les journalistes ne sont pas des gens désœuvrés. Et voilà. Très bien. Ça permettrait peut-être d'avoir plus de monde dans la salle. Merci. Parfait. Bah, écoutez, bien pris votre point sur le deuxième point. Et sur le thème du COMEX, je me renseignerai. Je ne le sais pas là en l'espèce. Alors, on rentre dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, qui est la thématique des exportations d'armement. Et donc, je remercie très sincèrement l'ingénieur général Carlier de venir nous parler de son métier, de ce qu'il fait. Sa parole est aussi rare que précieuse. Juste vous dire, mais vous le savez, que les exportations d'armement, c'est évidemment important pour la France. Ça dynamise l'économie française. Nous avons 200 000 personnes qui travaillent dans la BITD. Cette BITD, elle fonctionne parce que d'une part, il y a des commandes très significatives du ministère des Armées, 180 milliards d'investissements dans l'économie entre 2019 et 2025, et une jambe qui est la jambe des exportations d'armement, sans laquelle on ne pourrait pas avoir des bureaux d'études pérennes et des chaînes de production qui fonctionnent toute l'année, tous les ans. Nous avons donc un besoin impérieux pour des questions de souveraineté d'exporter. Donc ça peut paraître paradoxal, mais l'exportation d'armement, c'est une condition de notre autonomie stratégique et de notre souveraineté. Les chiffres, vous les connaissez, bon an, mal an, c'est de l'ordre de 10 milliards d'euros d'exportation d'armement. L'année dernière, c'était forcément un petit peu moins à cause du Covid. On avait fait une conférence de presse dédiée sur ce sujet. C'était 4,9 milliards d'euros. L'année précédente, en 2018, c'était 9,1 milliards d'euros. En termes géographiques, nous exportons dans le monde entier. La zone Europe représente une part de plus en plus importante de nos exportations d'armement. Nous avons eu l'année dernière 25% de nos exportations d'armement qui étaient fléchées vers la zone européenne. Et je rappelle que le Royaume-Uni et la Grèce figuraient l'année dernière parmi nos 6 premiers clients. Voilà, donc je vais maintenant céder très respectueusement la parole à l'ingénieur général de l'armement Carlier. Donc vous l'avez compris, il travaille à la DGA, mais c'est finalement le chef de file de tout le ministère pour ces questions d'exportation d'armement et l'ensemble des ventes d'armement auxquelles on procède depuis 4 ans sont passées par l'ingénieur général Carlier. Donc vous avez la chance d'avoir un contact direct aujourd'hui avec monsieur le directeur. Thierry. Merci beaucoup à Hervé Grandjean et déjà je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. En fait, je vais essayer d'illustrer ce qu'a pu décrire Hervé Grandjean, en fait, par un contrat d'armement, bien sûr, qui est tout récent. C'est celui qui a été passé avec les Émirats. Donc, en vous donnant quelques informations sur la façon dont ça s'est passé et justement comment ça illustre ce qu'on essaye de faire et quelle est notre démarche. Donc voilà, je vais commencer par quelques généralités là-dessus avant de rentrer plus précisément dans cet exemple et puis bien sûr après de me livrer à vos questions. Un contrat d'armement tel de celui dont on va parler aujourd'hui, en fait, ce que je voudrais d'abord dire, c'est qu'il ne va pas sans un partenariat stratégique d'ampleur avec les pays qui sont nos partenaires. C'est un peu quand même le cœur de notre politique en matière d'exportation. C'est cette démarche de partenariat dans laquelle on s'inscrit vis-à-vis de ces pays. Pourquoi ? Parce que pour nous, en fait, l'acquisition des équipements par ces pays, elle va bien au-delà d'une simple dimension commerciale et d'un contrat. Ce qu'on souhaite établir, c'est des partenariats qui doivent se faire dans la durée et puis aussi s'établir dans un cadre qui est mutuellement avantageux, bénéfique et qui repose sur une relation de confiance. Alors, les Émirats, c'est un des pays avec lequel on entretient un partenariat de cette nature. C'est vraiment le plus haut niveau du type de partenariat stratégique qu'on peut avoir.
D'ailleurs, ça date pas d'hier, hein, ça s'inscrit dans le cadre d'un accord de défense, un accord intergouvernemental qui date de 2009. Alors pourquoi ces partenariats? C'est un peu la marque de fabrique de l'offre française. Finalement, les partenaires auprès de nous, ce qu'ils viennent chercher, c'est, Hervé Grandjean l'a rappelé, une autonomie en termes d'équipement de défense qui est construite sur le long terme, qui couvre l'ensemble du spectre des équipements dont ils peuvent avoir besoin, parce que la France, effectivement, est en mesure de les fournir. Ce n'est pas forcément le cas de tous les autres pays avec lesquels on est en compétition. Et on est en mesure de proposer cet ensemble du spectre sur une offre de qualité qui est au meilleur standard mondial. Je crois qu'on peut le dire. Ce qu'ils viennent aussi chercher chez nous, c'est l'expérience de nos forces en opération, puisque nos matériels, nos systèmes, ils sont utilisés sur le terrain. On appelle ça le stempel un peu combat proven. Et donc, en acquérant les mêmes systèmes que nous, en fait, nos partenaires vont aussi accéder à cette expertise opérationnelle de la part de nos armées. Donc, ce partenariat, en fait, il s'illustre dans un accompagnement de l'État qui va prendre plusieurs formes, en fait, suivant les phases dans lesquelles on se situe. Ça démarre bien avant les négociations. Ça se fait en coordination avec nos industriels. En fait, c'est ça qu'on appelle l'équipe France, et puis aussi avec le partenaire. Hein. C'est tout à fait assumé dans les discussions qu'on a avec le partenaire, qu'on se coordonne à la fois entre armée, DGA et industrie. Alors nos armées, elles jouent un rôle primordial, puisque comme je l'ai dit, en fait, elles vont venir partager en amont cette expertise opérationnelle, parfois former les forces armées du client lorsque c'est demandé, et ensuite, dans la durée, l'utilisation des mêmes équipements par les forces armées du partenaire et par les nôtres, en fait, c'est aussi ça qui va cimenter un partenariat opérationnel fort, des opportunités de développement ensemble, à la fois en temps de paix et en opération. Alors nous, côté DGA, qu'est-ce qu'on amène? En fait, on va amener notre expertise en termes de conduite de programme, de très bonnes connaissances aussi de notre base industrielle. Donc là aussi, on va venir accompagner le client en amont, dans l'expression de ses besoins, en lui expliquant ce qu'on sait faire, ce que notre industrie sait faire, et aussi pendant les négociations. Et puis après, ça va être aussi pendant l'exécution du programme, parce que de plus en plus, les clients sont aussi de plus en plus exigeants, et c'est normal. Ils veulent qu'on les aide à conduire leur programme. Ils peuvent aussi demander des transferts de technologie. Et donc, on s'adapte en permanence à ce qu'ils peuvent nous demander, et on essaye de leur répondre au mieux. Alors ces clients aussi, il faut bien les connaître, et c'est pourquoi en fait on a à la DGA une direction spécifique que j'ai l'honneur de diriger, qui est la direction du développement international. En fait, c'est 200 personnes, à peu près 180 à Paris, qui sont à la fois des spécialistes de la relation armement avec les différents pays, voilà, parce qu'il faut effectivement qu'on ait une relation qui s'installe, qu'on les connaisse, qu'on connaisse bien leurs besoins, et puis aussi des spécialistes qui sont des spécialistes des produits, c'est-à-dire que j'ai aussi des petites équipes qui connaissent le Rafale, les frégates, les sous-marins. On a aussi 20 personnes qui sont des attachés d'armement dans les ambassades. Alors toutes ces équipes, hein, que ce soit l'équipe parisienne ou les équipes dans les ambassades, jouent vraiment un rôle clé. À la fois, je dirais, par la connaissance des produits qu'on peut apporter et puis par la connaissance des besoins des clients. Alors, on va aussi s'appuyer, bien sûr, sur les experts techniques et programmes des différentes directions de la DGA, surtout lorsqu'il faudra accompagner le partenaire dans la durée, construire parfois une équipe de programme avec lui. Donc, pour ça, bien sûr, on va s'appuyer sur des ressources qui sont les nôtres et donc qui, dans certains cas, doivent être adaptées pour répondre à ces besoins supplémentaires. On coordonne aussi, étant un petit peu le coordonnateur de cette équipe France, je me coordonne également avec les autres entités, aussi y compris dans les autres ministères, aux affaires étrangères évidemment, mais également à Bercy, avec la direction générale du Trésor notamment, parce qu'il y a aussi un volet qui est très important, c'est celui des offres de financement qui doivent accompagner notre offre à l'export et qui sont bien sûr un élément clé de succès. Alors maintenant, je vais essayer de vous donner quelques éléments du déroulement de cette négociation et de ce contrat, ou plutôt de ces contrats, parce que comme vous le savez, il y en a 3. Alors, pourquoi c'est un contrat et une affaire un peu particulière? D'abord, par l'ampleur et le montant, ça c'est certain. C'est
le plus gros contrat d'armement qu'on ait jamais passé dans notre histoire. Vous savez qu'il y a 14 milliards pour 80 avions Rafale, mais aussi le soutien et les équipements qui accompagnent ces avions, à peu près 2 milliards pour les armements et moins d'1 milliard pour les 12 hélicoptères Caracal. Ce qui est aussi notable, c'est que c'est une commande ferme qui est en une seule tranche. Ce que je voudrais aussi indiquer, c'est que je crois que ce contrat, il illustre vraiment le partenariat stratégique et la confiance dont ce client, les Émirats en l'occurrence, ont fait preuve à notre égard. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois que la France vend un avion, un Rafale, au standard F4, qui a la particularité d'être encore en cours de développement. Donc ça veut dire que le partenaire nous a fait confiance. Alors évidemment, c'est conforté par le fait que tous les développements standards successifs du Rafale, les standards précédents, ont été maîtrisés, ils ont été à l'heure, ils ont été maîtrisés financièrement. Et donc les Émirats savent qu'avec le standard F4, dès la livraison de leurs premiers avions, en 2026, ils auront le même standard, et donc juste après, les premières livraisons de standard F4 aux forces françaises. Alors le standard F4, c'est quoi ? En fait, on peut le synthétiser par deux mots, qui sont la connectivité et l'interopérabilité. En fait, ce standard, il vise à adapter le Rafale aux menaces de la décennie 25-35. Alors, en pratique, il y a dedans de nouveaux armements, un nouveau missile air-air qui est le MICA de nouvelle génération, un nouvel armement air-sol de précision, le 2ASM, sur la base d'une bombe de 1000 kg. Il y a aussi des améliorations du système de guerre électronique Spectra, de nouvelles capacités du pod de désignation laser, qu'on appelle le Talios, et puis aussi un durcissement de notre avion Rafale aux menaces cyber. Quand on parle de connectivité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le Rafale F4 va intégrer une nouvelle radio, qu'on appelle radio logicielle, Contact. En fait, c'est la version aéronautique d'un équipement qu'on a déjà développé pour les forces terrestres, pour le programme Scorpion. Il y aura aussi un serveur de communication qui, en fait, permettra à nos Rafales en standard F4 de travailler en réseau et de combattre en mode collaboratif. Donc, lorsque la ministre des Armées a lancé le standard F4 fin 2018, c'est vraiment pour placer notre avion au meilleur niveau mondial pour le combat connecté. Ça, c'est une rupture, parce qu'en fait, c'est la première brique du SCAF. Quelques éléments pour finir sur la négociation, comment ça s'est passé. Alors, en fait, sur un temps assez court, les négociations, elles ont démarré fin 2020. À l'époque, la ministre des Armées, Madame Florence Parly, et puis le prince héritier des Émirats, se sont entendus sur une feuille de route très ambitieuse qui nous a été donnée, qui devait se conclure avant la fin de l'année 2021, ce qui a été fait, avec en ligne de mire d'avoir tout conclu pour le Dubai Air Show qui s'est déroulé en novembre. Donc entre la DGA et l'armée de l'air et de l'espace, je crois qu'on a vraiment travaillé main dans la main pour répondre à la demande émirati dès le départ d'avoir un accompagnement étatique fort, donc à la fois pour les négociations dans un premier temps, et puis ensuite pour l'exécution du programme. Tout ça s'est passé par la signature d'un accord intergouvernemental, que d'ailleurs la ministre a signé avec son homologue concomitamment aux signatures des contrats, et il y a également eu 2 arrangements techniques, un côté donc, qui en fait scelle le partenariat entre les 2 armées de l'air, et un autre sur le soutien programme DGA. Alors, entre les armées de l'air, la coopération a vraiment été une des clés du succès. C'est une coopération qui était déjà solide. Hein, le partenariat est déjà très consolidé entre nos 2 armées de l'air. Mais avec ce nouvel arrangement technique, ont été établies les bases d'une coopération encore plus riche et durable, qui est centrée autour du Rafale, mais qui va en fait s'étendre au domaine capacitaire, doctrinal et opérationnel. Côté DGA, nous, en fait, nous avons assuré une permanence de plusieurs mois. Je crois que c'est la première fois qu'on l'a fait de manière aussi continue aux côtés du partenaire, donc sur place à Abu Dhabi, pour partager avec lui à la fois notre expertise du programme Rafale, le retour d'expérience aussi qu'on a de dizaines d'années de négociations avec les industriels sur les standards précédents, l'acquisition des batchs précédents. Et donc, effectivement, on a donné pas mal de benchmarks sur comment ça s'est passé sur nos contrats nationaux. Et puis, il a fallu aussi, et ça c'est normal, on revient au fait que les Émirats ont demandé du standard F4, on a donné aux partenaires
toute la visibilité sur comment se déroule le développement de F4 et quelle est la feuille de route. Donc en pratique, nous avons eu 2 à 3 personnes sur place de la DGA de manière totalement continue pendant plus de 6 mois. Tout ça s'étant fait en totale transparence et concertation, aussi avec nos industriels, donc le GIE, ce qu'on appelle le GIE Rafale, donc Dassault, Thales et Safran, et puis MBDA pour les armements. Donc c'est ça l'équipe France, et voilà comment elle a fonctionné dans le cadre de ce contrat. Très brièvement, en termes de calendrier, en fait, et c'était la feuille de route qui avait été fixée par la ministre des Armées Florence Parly, on a eu une première période de négociation technique pour justement bien définir avec le partenaire ce qu'il souhaitait pour le périmètre technique, puisqu'on a bien dit, il y a les avions, mais l'ensemble des équipements qui vont avec, comment dimensionner le soutien, les rechanges, là encore en expliquant comment nous, on fait ça en France. Et donc tout ça, ça s'est fait en fait de à peu près de novembre de l'année dernière jusqu'à juin de cette année. Une fois que tout le périmètre a été figé, ce sont des négociations commerciales qui ont démarré, donc sur les clauses contractuelles, juridiques et financières. Rien de nouveau dans tout ça, sauf que effectivement il y avait l'ampleur de cette affaire. Et je crois qu'on peut dire que les négociations commerciales se sont déroulées sur un temps extrêmement court, finalement entre le mois de juin et octobre, parce qu'il y avait une vraie volonté d'aboutir de part et d'autre. Donc voilà un peu comment s'est passée cette négociation. Je vous remercie pour votre écoute et puis je suis prêt à répondre à vos questions. Oui, bonjour Monsieur l'ingénieur général, je suis Jean-Marc Tanguy, je suis ici, devant vous. Je vous vois. Merci de ce briefing. D'abord, est-ce que vous pourriez rappeler un petit peu quelle est la part de responsabilité de l'armée de l'air dans ces exports de Rafale? Vous expliquiez tout à l'heure que c'est vrai que le retex, le partage de retex, c'est un élément important qui fonde la décision des clients export. Il y a également un aspect peut-être moins connu que vous n'avez pas souligné, qui est la formation des pilotes. Est-ce que ce sera le cas sur justement ce contrat émirati? Est-ce que ce sera un système partagé entre l'armée de l'air et Dassault? Alors, c'est pas forcément le cas sur... C'est ma première question. Deuxième question, c'est pas forcément le cas sur ce contrat-ci, mais ces derniers temps, on a vu des ponctions de matériel pour que les clients soient livrés plus rapidement. Et c'est vrai que c'est un signe de considération pour le client. Néanmoins, c'est vrai que pour nos armées, c'est quand même aussi des matériels en moins pendant une certaine période, le temps qu'un matériel, évidemment, soit livré en compensation. On a eu quand même pas mal de cas ces dernières années, des FREMM, des Rafales, et je crois qu'on aura bientôt un autre exemple. Donc, comment vous gérez ça avec les armées pour que d'un point de vue capacitaire, ce qui fait le bonheur du client ne fasse pas le malheur de nos armées, donc de notre capacité à nous défendre? Et enfin, par-delà donc cette belle victoire aux Émirats Arabes Unis, est-ce que vous pourriez nous faire une petite liste des compétitions commerciales en cours, peut-être au moins celles qui sont ouvertes, pour qu'on puisse mesurer un petit peu ce qui occupe les 200 personnels de la DGA qui donc travaillent en ce moment sur le soutien export? Merci bien. Merci beaucoup pour vos questions. Donc sur la première, oui, la réponse est oui, totalement oui. C'est-à-dire que, en fait, bon là, on parle d'une flotte de 80 Rafales. Donc effectivement, une première partie de la formation sera assurée par l'armée de l'air. En fait, c'est couvert par l'arrangement technique que j'ai mentionné. Et ensuite, il y aura un passage de témoins entre notre armée de l'air, donc qui formera effectivement les premiers pilotes, mais il y a aussi les mécanos d'ailleurs qui vont être formés dans ce cadre-là. Et puis ensuite, Dassault, qui continuera à assurer le reste de la formation, mais aussi en partenariat avec notre armée de l'air. Donc c'est effectivement un dispositif qui est relativement classique en soi, mais qui bien sûr en l'espèce est adapté à la taille du contrat et le nombre en fait à la fois des pilotes et des mécanos émiratis qui seront à former. La deuxième question, effectivement, sur matériel neuf ou neuf versus occasion. Donc oui, donc effectivement, bon, comme vous l'avez indiqué, il y a eu des prélèvements récents de Rafales qui ont été réalisés, donc qui sont des Rafales d'occasion. Le premier cas, ça a été la Grèce, donc 12 appareils d'occasion, et puis également, plus récemment, 12 appareils d'occasion qui ont été signés avec la Croatie. Je signale d'ailleurs que dans le cas de la Croatie,
le Rafale d'occasion a gagné, en fait, y compris face à des matériels neufs qui étaient proposés. Donc bien sûr, chacun doit y trouver son compte, effectivement. C'est-à-dire que, comme vous l'avez indiqué, il est légitime, dans certains cas, les pays clients y voient un intérêt parce que ça permet effectivement d'avoir des matériels plus rapidement, d'avoir des matériels au moindre coût. Pour nos armées, en fait, il faut voir que dans un dispositif comme la Grèce ou la Croatie, évidemment, on récupère ce qu'on appelle dans nos budgets les produits de cession. Hein, donc c'est moins cher qu'un appareil neuf, mais évidemment, les appareils d'occasion que nous vendons, ils sont valorisés. Et donc ensuite, ça permet à la fois de recompléter les équipements, d'homogénéiser notre flotte. Hein, ça, c'est une utilisation immédiate en fait des crédits de cession qu'on récupère qui peut être faite. Et également, bien sûr, on recomplète, hein, c'est-à-dire que dès lors qu'on parle du remplacement des 12 avions qui sont cédés à la Grèce, il y a ce qu'on appelle la tranche de production 4T+, en fait, qui sera livrée en 2025, qui remplacera les avions cédés à la Grèce. Et en ce qui concerne la Croatie, le recomplètement s'effectuera dans le cadre de ce qu'on appelle la 5e tranche de production, dont la taille initiale était de 30 avions, et qui de ce fait sera portée à 42 pour recompléter les avions qui ont été cédés à la Croatie. Donc pour notre armée de l'air, ça permet, en fait, à partir du moment où il y a cette logique de recomplètement, de bénéficier d'avions neufs, d'avoir aussi homogénéisé sa flotte et puis acquis dans l'intervalle un certain nombre d'équipements supplémentaires. Mais bien sûr, comme vous l'avez indiqué, tout ça doit se faire avec du discernement et évidemment sans que ça ne crée un trou capacitaire qui ne serait pas supportable. Et donc bien sûr, ça c'est une démarche qu'on conduit complètement avec les armées et l'état-major des armées de façon à analyser ensemble et en amont les conséquences de tel ou tel choix et la façon dont ça doit être instruit. Alors, la troisième question, voilà, donc sur les compétitions en cours. Donc sur les compétitions en cours, comme vous le savez, alors si on regarde les avions de combat, le Rafale est actuellement en compétition en Finlande, hein, avec une décision attendue dans les prochaines semaines. On a également d'autres prospects pour le Rafale, à la fois en Inde, en Indonésie également. Alors dans le domaine des bâtiments de surface, donc la Grèce, hein, en fait, a annoncé le choix de la frégate Bellara il y a quelques mois. Donc en fait, ça, ce sont effectivement un certain nombre de négociations qui sont en cours, en train de se terminer. Et puis ensuite, nous avons également des prospects aussi dans le domaine des sous-marins pour Naval Group. Et également des prospects dans le domaine terrestre qui sont un peu répartis au niveau mondial. Bonjour, Mathieu Rabéchaud de l'AFP. Plusieurs petites questions. Pour revenir sur le calendrier des négociations, à quel moment de la négociation l'avis de la SIEMG intervient-il ? Sur le contrat émirati, est-ce que la cible de 80 Rafales était définie dès le début des discussions ou est-ce que ça a évolué au cours du temps ? Et enfin, sur les exportations à attendre cette année, est-ce que vous avez une première estimation de leur volume en 2021 ? Merci. Alors, l'avis de la SIEMG, en fait, il intervient évidemment toujours en amont. Il ne s'agit pas en fait de rentrer dans des discussions avec un partenaire si il n'y avait pas la décision politique de le faire accéder à tel ou tel système d'armes. Donc, comme vous le savez, la SIEMG, c'est un fonctionnement interministériel. La décision d'exporter tel ou tel système à tel ou tel pays est prise par le Premier ministre, donc avec évidemment ce fonctionnement interministériel et les voix, les avis des différents ministères à voix dite délibérative. Donc évidemment, en l'espèce, l'octroi de la licence nécessaire au contrat dont on parle, elle a été prise en amont. Alors la taille de la flotte, donc effectivement les 80 avions,
c'est effectivement quelque chose qui a été le partenaire émirati en fait exprime un besoin et en finale effectivement il a fait part à l'industriel ainsi qu'à nous de sa décision d'acquérir 80 avions et c'est effectivement ce qui est l'objet du contrat. La troisième question sur le volume de nos exportations. Alors donc ça, vous savez que c'est le rapport au Parlement qui donne et communique le chiffre. Alors, dans la phase dans laquelle on est, ce que je peux peut-être plutôt donner, en fait, c'est une estimation sur l'ensemble des années 2021 et 2022, parce qu'en fait, bon, il y a aussi une certaine technicité dans tout ça. Vous savez qu'on parle de date d'entrée en vigueur des contrats, donc y compris lorsque des contrats sont finalisés, la date d'entrée en vigueur peut légèrement basculer d'une année sur l'autre. Donc actuellement, vous savez, je pense, comme nous, faire un certain nombre d'additions. Donc si on considère les contrats qui sont déjà engrangés, effectivement ceux qui sont signés, et donc tout ce qui est à peu près sûr, on peut dire que sur l'ensemble des années 21 et 22, en fait, ça dépassera 30 milliards. Donc évidemment, c'est un chiffre qui est tout à fait considérable, qui est supérieur, très supérieur au chiffre moyen annuel qu'Hervé Grandjean a cité tout à l'heure. Voilà. Et donc évidemment, tout ça prend en compte à la fois l'ensemble des bons résultats de l'année 2021 dont on a parlé sur les différents prospects, et puis ce contrat avec les Émirats qui est hors norme par sa taille et son montant. Voilà ce que je peux vous dire. Bonjour, monsieur l'ingénieur général de l'armement, Myriel Acrafray, journaliste indépendant. J'avais une toute petite question technique parce que je ne suis pas un spécialiste et vous avez été un tout petit peu rapide pour moi. Taïos, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est exactement? Voilà. Et autre question plus générale, à la différence, je crois, du contrat indien, cette fois, il n'y a pas de transfert de techno, c'est bien ça? Donc ça veut dire, sans forcément rentrer dans tous les détails, ça veut dire que globalement, les avions commandés cette fois seront tous fabriqués en France par Dassault, ses partenaires, ainsi que les PME. Est-ce que c'est la bonne compréhension? Merci beaucoup. Merci. Alors, la question sur Thalios. Donc, Thalios, en fait, c'est le pod de reconnaissance du Rafale, en fait, qui existait déjà dans le standard qui est actuellement en service, qui est le standard F3R. Et dans le standard F4, en fait, on améliore certains modes de reconnaissance en fait, de ce pod. Voilà. Donc, c'est une amélioration du pod Thalios qui existe dans le standard F4. Pour répondre à votre deuxième question, oui, je pense qu'en l'occurrence, le partenaire a souhaité privilégier la rapidité de livraison des avions. Et donc, oui, les avions seront intégralement produits en France. Donc, vous savez que, en fait, tout ça, ça représente le maintien de 7000 emplois par an, à peu près 500 entreprises. Et donc, le contrat émirati, associé à nos productions nationales et à ce qui est en cours, nous permet effectivement de considérer que la chaîne de production du Rafale, grâce à cela, va en fait être maintenue en service sur la prochaine décennie. Voilà, donc en l'occurrence jusqu'en 2031. Éric Viegala, Radio France, oui, monsieur l'ingénieur général. Une petite précision d'abord, vous dites, donc sur 2021-2022, nous aurons à peu près 30 milliards. Est-ce que c'est par an ? 30 milliards sur 2021, 30 milliards sur 2022 ou en tout, c'est-à-dire 15 milliards par an. C'est 30 milliards sur l'ensemble des 2 années. Sur les 2 années. Voilà, puisque comme je vous le disais, on n'est pas encore en mesure de dire exactement quelle entrée en vigueur peut basculer d'une année sur l'autre. Donc c'est un ensemble. Autre petite question, donc toujours sur le contrat Émirats Arabes Unis, j'ai cru comprendre qu'en fait il n'y avait pas eu de mise en concurrence. Les Émirats voulaient remplacer, je crois, leur Mirage 2000, il y en avait une 60aine, par des Rafales. C'était un petit peu ça, ce sont les termes du contrat à la base. Il n'y a pas eu de... Non, effectivement, ils ont souhaité se doter de Rafale. Comme vous l'avez dit, ils ont actuellement des Mirage 2000-9, dont ils sont également très satisfaits.
Et donc, ils ont souhaité se doter de Rafale. Et alors, ma dernière question, c'est sur la capacité de production. Je crois qu'actuellement, la France est capable de produire, enfin Dassault est capable de produire une douzaine, je crois, de Rafale par an. Est-ce qu'il ne serait pas temps de monter un petit peu en puissance, puisque on a tous ces contrats fermes, en tout cas pour celui-là. Est-ce qu'on a les capacités de monter en puissance, industriellement parlant? Alors, effectivement, les 11-12 avions par an, en fait, c'est la cadence minimale à laquelle tourne la chaîne de production Rafale. Donc nos capacités de production actuelles en France sont d'ores et déjà capables de produire plus. Là, ce qu'on voit, encore une fois, quand on regarde les productions en cours, ce que va générer le contrat pour les Émirats, nos productions nationales, typiquement, on sait qu'on va se situer à une cadence de production moyenne qui va être de 2 par rapport à ce que vous indiquez, c'est-à-dire typiquement 24 avions par an, avec des incursions, des pointes, jusqu'à une cadence de 3. Voilà, donc par rapport à ce que j'indiquais en termes de... c'est évidemment une excellente nouvelle pour notre base industrielle et technologique de défense, c'est une excellente nouvelle pour le maintien de nos emplois, et bien sûr, ça va aussi générer tout un ensemble d'emplois supplémentaires. Oui, bonjour, Anne Boer, Les Échos. Est-ce qu'il y a toutefois des compensations industrielles? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça déroule? Parce que là, on parle d'un contrat sans offset, mais c'est un peu une exception. Et comment se déroule ce chapitre? Et puis une autre question, vous avez dit que nos partenaires appréciaient le fait qu'on leur remette des armes avec lesquelles ils sont autonomes. Est-ce que cette autonomie n'a pas certaines limites? Je pense par exemple aux informations qui sont sorties la semaine dernière sur un usage peut-être abusif d'avions français en Égypte. Merci. Alors donc oui, effectivement. Alors votre première question sur les offsets, est-ce que c'est une question de manière générale sur comment fonctionne le dispositif ou non, en l'occurrence dans ce compte. Voilà, comme je l'ai indiqué précédemment, donc dans ce contrat, le partenaire effectivement a souhaité privilégier la rapidité de production et la rapidité de disponibilité des avions pour lui. Donc il n'y a pas d'offset ou de transfert de technologie dans le cadre de ce contrat. Voilà. Et par ailleurs, comme vous le savez, dans d'autres affaires qui répondent à des objectifs différents, il est effectivement fréquent que les partenaires réclament des offsets. En l'occurrence, d'ailleurs, il appartient aux industriels de trouver les accords avec les partenaires qui permettent de répondre à leurs exigences en la matière. Voilà. Et puis il y a aussi la question, évidemment, des transferts de technologies qui accompagnent certains contrats d'armement. La deuxième question, en fait, sur les armes. Donc on a effectivement, avec le standard F4 et ses capacités, mentionné en fait aussi donc les performances et ce dont disposera le partenaire en termes d'équipement et d'armement. Donc comme je l'ai indiqué au début, c'était la question d'un de vos collègues, la décision de la Siemge est bien sûr prise en amont et la France en fait est vraiment voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'ensemble des facteurs qui conduisent à une décision d'exportation, qui évidemment est l'expression de la volonté politique de la France de développer un partenariat avec tel ou tel pays, elle est prise en amont. Et donc à partir du moment où nous-mêmes nous avons cette décision, eh bien nous accompagnons le partenaire pour qu'il dispose et donc qu'il ait les livraisons des équipements que la licence de la Siemge lui a octroyés. Et je n'ai pas de commentaires additionnels à faire en la matière. Bonjour, Pascal Samama, BFM Business. J'ai 3 toutes petites questions. La première, c'est au sujet des Rafales vendus aux Émirats Arabes Unis, au standard F4. Quelles conséquences il y aura sur les livraisons aux armées françaises qui doivent démarrer en 2025 ? Il va forcément y en avoir. Est-ce qu'il va y avoir des retards de livraison pour les armées françaises? Deuxième chose, sur les ventes export de 30 milliards 2021-2022, est-ce que vous avez une répartition terre-air-mer?
Et troisième petit point, vous dites que c'est la première fois que la France vend des avions en cours de développement pour le standard F4. À partir de quand vont démarrer les approches commerciales pour vendre du standard F5 ? Merci. Alors, des retards ou des impacts sur la production française, non. En fait, ça rejoint un petit peu l'échange qu'on a eu avec votre collègue en fait, précédemment. On a en fait des marges de production, d'accélération de la cadence de production de la chaîne Rafale. Hein, à partir de ces 11-12 avions par an qui est la cadence de production minimale. Et donc, quand j'indiquais qu'on va atteindre une cadence 2 et de temps en temps, en fait, faire des incursions dans une cadence qui sera de l'ordre de 3, c'est qui justement permettra à la fois de livrer le partenaire émirati suivant le calendrier qui a été agréé, et évidemment, ceci se fera sans qu'il y ait absolument aucun détriment vis-à-vis de la production française, donc, et notamment cette 5e tranche de production, ces 42 avions qui sont attendus pour les forces françaises. Donc voilà, donc ça c'est la réponse à votre première question. La répartition des 30 milliards entre terre, air, mer, non, je peux pas vous donner cette répartition pour le moment. Donc on voit que nécessairement, compte tenu du contrat dont on parle aujourd'hui, il y aura une large part aéronautique. La part navale sera aussi assez conséquente, notamment de par les frégates Bellara pour la Grèce. Voilà, donc ça veut dire qu'a priori, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura une part très importante pour l'aéronautique et également une part navale significative. Le standard F5, non, il n'y a pas de discussion encore commerciale. L'expression de besoin et ce que sera le standard F5 pour les forces françaises n'étant pas encore déterminé. De toute façon, le calendrier du standard F4, vous voyez bien que là, en l'occurrence, que ce soit la France qui disposera du standard F4 à l'horizon 2025, et puis les livraisons pour le partenaire émirati qui vont s'étaler entre mi-2026 et 2031 avec du standard F4, donne encore, je crois, de beaux jours au standard F4, à la fois pour la France et pour ses partenaires, avant qu'on passe au standard suivant. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions en audio avant de revenir en salle après, s'il vous plaît. Alors, du coup, 2 questions pour Monsieur Dubois, qui écrit la feuille de route fin 2020 devant conclure à l'aboutissement au Dubai Air Show 2021. Et pourquoi le contrat a-t-il finalement été annoncé après le salon ? Merci. Alors, la feuille de route 2020-2021, je ne suis peut-être pas certain d'avoir complètement compris la question, mais je pense que c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à la fin de mon intervention. Donc, vous voyez qu'en fait, le calendrier très ambitieux et volontariste qui avait été fixé par la ministre et puis le prince héritier, en réalité, donc il a été tenu. Donc, très brièvement, c'était, comme je l'ai dit, en fait, d'abord 6 mois de négociations principalement techniques pour figer le périmètre, savoir exactement quel était le besoin du partenaire émirati, à la fois en termes d'avions, mais comme je l'ai dit aussi, de nombre d'armements, d'équipements de soutien, de rechange et de dimensionnement de l'ensemble de la flotte, puisque ce n'est pas que 80 avions. Et ensuite, suivi d'une phase de négociation commerciale, donc, et à la fois donc, où nous, on est intervenus pour soutenir le partenaire, notamment dans une démarche de benchmarking, en lui donnant tout un retour d'expérience sur les contrats France. Et donc, comme je l'ai dit, cette phase de négociation commerciale, elle a été extrêmement resserrée, puisqu'elle s'est déroulée en fait typiquement entre juin et octobre. Donc, notre mission à nous, collectivement, Armée de l'air, DGA, industriels, ça a été d'être prêt effectivement à horizon de novembre 2021 et du Dubai Air Show. Et ensuite, ça a été il appartenait, je le rappelle aussi, au partenaire. C'est le partenaire qui dit en fait quand est-ce qu'il souhaite que l'annonce soit faite. Et donc, il a été convenu entre le partenaire et la France qu'en fait l'annonce serait faite lors de la visite du président de la République qui a eu lieu il y a quelques jours. Voilà. Peut-être pour autant juste compléter en disant que l'accord intergouvernemental, les arrangements techniques avaient été vus par la ministre des Armées au Dubai Air Show. Absolument, absolument.
Donc l'accord politique était survenu lors du Dubai Air Show, et ensuite il y a eu une communication et une signature in fine du contrat entre Éric Trappier et le directeur de Tawazoun, sous ton contrôle, oui, c'est ça. Au moment de la visite du président de la République. Autre question en audio avant de revenir en salle. Nous avons une deuxième question pour de monsieur Pierre Tran, qui souhaite savoir la valeur exacte de la vente des hélicoptères Caracal aux Émirats et qui souhaite connaître la répartition des missiles Mika-NG, AASM et Black Shaheen/Scalp. Alors, le contrat Caracal, je n'ai pas le chiffre exact, mais effectivement, c'est de mémoire, c'est de l'ordre de 700 millions d'euros. Pour le paquet armement, je crois que vous comprendrez que le partenaire ne souhaite pas dévoiler en fait les quantités d'armement à l'intérieur de ce contrat passé avec MBDA. Très bien, merci beaucoup. On revient en salle, Monsieur Tanguy. Oui, j'ai 5 questions, mais elles sont très brèves, donc vous pourrez répondre très brièvement. La première concerne l'Australie. Quel retexte vous avez tiré de cette grosse déception, de ce coup de poignard dans le dos, comme Monsieur Le Drian l'avait énoncé? Et est-ce que la France, désormais, s'autorise à exporter des SNA, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, sauf erreur de ma part? C'est la première question. Deuxième question, est-ce que vous auriez une répartition géographique et par grand type de matériel des licences d'exportation? Alors, je ne vais pas toutes vous les demander, évidemment, mais en gros, est-ce que vous avez une dizaine de licences pour du Rafale, pour des hélicos, etc. Donnez peut-être les grandes masses des licences que vous êtes amenés à traiter. Troisième question, est-ce qu'il y a une incitation à la prime à l'export ou une prime de résultat pour vos personnels quand on signe un contrat comme ça à 16 milliards? Est-ce que l'équipe qui a mouillé le t-shirt, on a aussi une petite forme, un extrait, et même un 0,1%, c'est pas mal. Quatrième question, est-ce que la revente des 2000-9 fait partie du package? Et enfin, cinquième et dernière question, je crois qu'Anne a posé la question tout à l'heure, mais je n'ai pas entendu la réponse, sur l'intégration de matériel autochtone. Est-ce que vous pourriez être précis sur ce qui est prévu dans ce domaine? Merci à vous. Alors, ce n'est pas forcément toutes des questions très courtes. Alors, la question sur le retour d'expérience de l'Australie, en ce qui me concerne, moi, plus particulièrement, et mes équipes, comme vous le savez, le contrat australien, lui, par opposition d'ailleurs au contrat dont on est en train de parler, c'était un contrat à tranches successives et à études successives. Donc, on était dans une phase d'études et, en fait, très concrètement, on était en attente de démarrer la phase suivante, qui était une phase de conception préliminaire du bateau. Donc voilà, donc nous, ça veut simplement dire qu'on avait, par rapport à ce que j'indiquais précédemment, des experts DGA qui étaient disponibles pour le partenaire australien, avec une logique de montée en puissance qu'on avait définie, et puis ça ne s'est pas concrétisé. Alors vous inquiétez pas, il ne reste pas l'arme au pied, puisque par ailleurs, on a évidemment, ce sont des experts qui sont totalement partagés avec les programmes nationaux, nos propres programmes à la fois de sous-marins d'attaque ou sous-marins nucléaires lançant d'engins, parce qu'à chaque fois on parle de spécialistes de propulsion, de discrétion ou autres, et donc ils travaillent au bénéfice des programmes nationaux. La question sur le SNA, à ma connaissance, ne se pose pas à ce stade. Je n'ai d'ailleurs pas eu de demande en la matière. Votre deuxième question sur les licences, en fait, elle est un peu complexe. Donc, je pense que c'est typiquement des informations qu'on pourra vous fournir postérieurement, parce que ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure quand on parlait en fait des différents prospects en cours. Donc, j'ai essayé de vous brosser à très grands traits à la fois, je dirais, les compétitions dans lesquelles on est engagé en matière aéronautique. Les prospects aussi en termes de bâtiments de surface. Donc j'aurais également pu mentionner la Gowin, qui est la corvette de Naval Group, pour lesquels il y a également plusieurs prospects en cours. Et comme je vous l'ai dit aussi, on a un certain nombre de prospects terrestres qui sont assez significatifs.
Peut-être sur ce point, Thierry, et c'est une réponse incomplète et intermédiaire, et on pourra préciser, mais dans l'annexe du rapport aux exportations, on trouve catégorie de matériel par catégorie de matériel, le montant des licences accordées, et idem pour la répartition géographique. Après, il faut garder en tête que le montant des licences qu'on accorde, c'est de l'ordre de 10 fois le montant des contrats qu'on signe in fine. Donc, on ne peut pas forcément tirer de conclusion de la répartition que vous demandez sur les licences de ce qui sera in fine vendu. Voilà, mais on peut essayer peut-être de globaliser un peu les annexes qui sont effectivement fort détaillées. On va regarder ça. Oui, donc ça, effectivement, on pourra fournir des éléments. La troisième question, non, la question ne se pose pas en fait en ces termes pour les personnels du ministère des Armées. On pourrait considérer que c'est... voilà, mais non, je crois d'ailleurs que... Et je dis ça très sérieusement, nos équipes, en fait, ont un vrai sens du service de l'État et une vraie motivation. C'est-à-dire que ce qu'on cherche, non, c'est pas une rémunération en termes je dirais, direct, de pourcentage du contrat ou autre. Je crois qu'on a quand même chevillé au corps le fait que si on fait ce métier et que si on fait ça, c'est parce que c'est aussi le maintien de notre base industrielle et technologique de défense. Et on sait que pour être soutenable, pour avoir ce modèle d'armée complet, on doit avoir une part significative à l'exportation. Donc je crois que mes équipes, c'est ça qu'elles ont chevillé au corps. C'est-à-dire qu'elles savent qu'elles travaillent pour le ministère et pour nos armées. Et je crois qu'il n'y a rien de plus noble de voir que c'est la concrétisation de ce travail et les résultats auxquels on arrive, effectivement, qui permet aussi de pouvoir garantir cette capacité et le fait qu'on dispose des équipements de l'ensemble du spectre pour nos armées. Et je suis très convaincu de ce que je vous dis là, ça me paraît quand même assez fondamental et assez essentiel. La question sur le 2000-9, non, ça ne fait pas partie du deal. Alors ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que les Émiratis, de toute façon, vont devoir conserver leur Mirage 2000-9 un certain temps, puisqu'on voit que, comme on l'a dit, la livraison des Rafales, elle interviendra entre 2026 et 2031. Et bien sûr, il leur appartiendra de savoir en fait quelle est leur logique de transition de la flotte actuelle vers une flotte nouvelle. Je rappelle également d'ailleurs que les Mirage 2000-9, comme vous le savez peut-être, ils sont aussi actuellement dans le cadre d'une opération de rénovation qui a démarré il y a à peu près 2 ans et qui est toujours en cours. Voilà. Ah oui, alors les armements autochtones, la réponse est oui. Donc ça fait partie effectivement des quelques spécificités que le partenaire va réaliser. Donc il s'agit notamment d'armements air-sol indigènes qui seront intégrés sous la configuration émirati de ce Rafale F4. Oui, monsieur l'agent général, Myriel Crafré indépendant. Est-ce qu'on peut imaginer que le coût unitaire du Rafale qui sera facturé à la France baisse, étant donné l'augmentation globale des volumes à l'export et donc l'optimisation des infrastructures de production? Merci. Alors, bon, comme on le disait, cette commande est une excellente nouvelle parce que, en fait, elle pérennise, elle consolide nos capacités de production et elle va permettre d'accélérer les cadences. Donc, nous-mêmes, en fait, les négociations de ce qu'on appelle le contrat relatif à la 5e tranche de production n'ont pas démarré. En fait, c'est une commande qui se fera en 2023 pour des livraisons d'avions qui interviendront quelques années plus tard. Lorsque la négociation va s'engager, il est certain que le fait qu'on dispose de perspectives de production qui sont consolidées sera pris en compte dans notre propre négociation. Après, comme vous le savez peut-être aussi, s'applique dans le cadre des contrats à l'export, et ce sera bien sûr le cas, parce qu'évidemment, il est normal que la France tire aussi un bénéfice, en fait, et un retour direct de la passation d'un tel contrat. Il y a ce qu'on appelle des redevances à l'export. Donc, en l'occurrence, sur l'ensemble, effectivement, des Rafales qui sont vendus, la France bénéficiera de redevances et donc d'un retour qui est direct dans ce cadre-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette mécanique des redevances à l'export ?
En fait, c'est un pourcentage, c'est-à-dire qu'évidemment dépend du matériel, de la configuration du contrat. Mais lorsque un industriel vend à l'export un matériel, alors qui soit peut être d'ailleurs exactement le même que le matériel français, ou qui bénéficie d'un tronc commun, et on parle à ce moment-là de coefficients de dérivation qui doivent se calculer par rapport au matériel français, eh bien, il y a des redevances qui, en fait, nous permettent aussi, ça veut dire, en réalité, c'est une notion d'amortissement des développements qu'on a pu faire et qui nous permettent de bénéficier d'un retour direct sur les matériels qui sont vendus à l'export en fonction de leur degré de communalité avec les développements que nous avons nous-mêmes financés. Peut-être, je complète Thierry, pour le dire peut-être encore plus simplement, on met le pied à l'étrier des industriels en leur payant pour nos besoins propres le développement d'un nouvel équipement. Donc si, grâce à ce produit particulièrement moderne, les industriels arrivent à le vendre à l'exportation, eh ben, on a un pourcentage du montant de la vente qui revient dans nos caisses. Voilà. Ça va ? Quel pourcentage En fait, le pourcentage, il est calculé sur la base de la part qu'on a payée pour le développement. Et en fait, comment dire, on ne fait pas d'argent non plus, c'est-à-dire on ne va pas in fine récupérer plus d'argent que ce qu'on a mis pour le développement du produit. On n'est pas des commerçants. Donc c'est capé par ce montant-là. Et donc le pourcentage, il peut varier, mais l'idée, voilà, c'est d'avoir un retour juste de ce qu'on a mis comme mise de base finalement pour nos besoins propres. Enfin, et en l'occurrence, le montant, je peux le donner, c'est public, c'est 2%. Bonjour, Hélène Chachati pour Bruxelles 2. J'avais une petite question qui sortait un peu de ce cadre. Comment vous appréhendez, je ne sais pas si ça vous occupe beaucoup, les discussions à venir sur la question d'exportation d'armement avec les Allemands dans le cadre de programmes en coopération? Est-ce que la nouvelle coalition, c'est quelque chose qui vous inquiète? Vous avez commencé déjà à en parler avec eux, voilà. Où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là? Merci. Merci. Alors, comme vous le savez peut-être, en fait, on a un accord avec les Allemands dans le domaine du contrôle des exportations. Cet accord, d'ailleurs, il a été récemment élargi à l'Espagne. Alors, en fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit de dire qu'à partir du moment où on va développer des programmes en commun, parce que c'est ce qu'on cherche à faire, on cherche bien sûr à accroître le nombre de programmes en coopération et puis à intégrer de manière plus avancée nos bases industrielles. Donc c'est important. De toute façon, la coopération est la clé d'un certain nombre de développements futurs. Mais vous savez aussi qu'on souhaite ne pas pour autant, je dirais, abdiquer ou renoncer à le fait que l'exportation, ça reste une prérogative régalienne et nationale des États. Voilà. Donc, en l'occurrence, de manière encore plus simple, l'accord sur le contrôle d'exportation avec les Allemands, il fonctionne sur le fait qu'à partir du moment où on développe, alors soit on développe un produit en commun, ou alors à partir du moment où un produit qui serait fait majoritairement par un pays, mais qui incorpore un certain nombre de composants qui viennent de la base industrielle et technologique de l'autre pays, en l'occurrence, le pays exportateur ne subit pas une situation de blocage de la part de l'autre pays, sauf en fait exercice de ce qui pourrait, je dirais, relever d'une atteinte à la sécurité nationale. Voilà, ça fonctionne comme ça. Donc cet accord avec l'Allemagne, maintenant, il fonctionne depuis un certain temps. Il fonctionne bien. On pense que c'est le bon outil, la bonne méthode, et il n'y a pas pour nous vocation à être mis en cause. Oui, à nouveau, Jean-Marc Tanguy. Est-ce que, là, on a beaucoup parlé de hard, de matériel, mais est-ce qu'il y a également un sujet sur les services, notamment ce qu'on appelle le RAIDER, l'entraînement aérien de forces étrangères? Est-ce que vous avez des demandes de la part de certains de nos clients traditionnels? Et est-ce qu'il y a un sujet également sur la revente d'occasion de très vieux surplus?
Évidemment, les Rafale Grèce-Croatie, c'est pas du vieux surplus, c'est un matériel en service d'occasion. Mais j'aurais tendance à dire des matériels qui sont en fin de vie dans les armées françaises. L'Alouette 3, c'est pas un scoop, va bientôt quitter. Est-ce que quelqu'un a envie de se payer l'hélicoptère de Fantomas, je sais pas, pour faire des tournages ou des choses comme ça? Et donc, par-delà les ventes de ce qu'on peut voir parfois au domaine, est-ce qu'il y a des demandes? Parce qu'il y a encore des pays qui exploitent cet hélicoptère. Donc, est-ce que certains veulent racheter ces matériels en fin de vie? Comme vous le savez, certaines sociétés s'en ont fait la spécialité. Est-ce que vous avez une action particulière pour soutenir ce genre de prospection? Merci. Merci. Alors, bon, sur le Raider, oui, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on commence à voir poindre. On n'a pas, en fait, nous, de demande directe, je dirais, vers la France, par exemple, pour fournir ce que serait, enfin, ça pourrait exister, hein, mais une offre gouvernementale de Raider qu'on ferait, par exemple, sur la base de notre flotte Mirage 2000 ou autre, etc. Non, mais par contre, comme vous l'avez indiqué, il y a un certain nombre d'acteurs industriels qui se positionnent, en fait, sur ce créneau-là. Et effectivement, il leur appartient de construire. C'est une démarche, c'est quelque chose qui est assez intéressant, hein. Évidemment, ils viennent nous voir, on en discute avec eux. Et c'est une question de voir en fait comment arriver à construire un business model autour de ce type de besoin qui existe et de voir comment des avions on va dire de génération intermédiaire avant le Rafale, en constituant des flottes suffisamment importantes, peuvent permettre en fait de générer une offre de Raider en Europe ou dans d'autres pays. Donc oui, c'est une question actuelle et certains acteurs industriels se penchent là-dessus et regardent comment ils peuvent racheter un certain nombre de Mirage 2000 ou d'avions d'autres générations et d'arriver à constituer une offre. Oui. Sur les très vieux surplus, non, on n'a pas de demande directe. Alors évidemment, ça peut arriver que dans le cadre des sessions, on soit amené à examiner la cession de matériel relativement ancien. Sur la question des Alouettes, par exemple, ça pourrait être le cas de l'Inde, hein, qui a encore des hélicoptères Cheetah qui sont dans une définition très proche des Alouettes 3, qui pourraient être intéressés par ça. Je n'ai pas d'exemple récent en fait, dans ce domaine. Encore une ou deux questions et après on enchaînera. Oui, excusez-moi, je voulais juste revenir sur un point qui me pas chiffonne, mais m'interroge depuis le début sur le calendrier des négociations. Le calendrier que vous a présenté, si j'ai bien compris, c'est le calendrier à partir du moment où on vous a signifié que vous y rentriez dans cette négociation. C'est bien ce qu'il faut comprendre? Oui. Ok, ça veut donc dire que vous êtes intervenu sur une période d'un an et demi à peu près sur ce contrat. Oui. Ok, merci. Enfin, pour la réponse à vos questions est oui, et pour compléter quand même, comme je vous l'ai dit, et je pense que j'ai essayé de vous en convaincre, on a évidemment nous-mêmes, avec le partenaire émirati, des relations qui sont établies, qui sont de confiance, et dans le cadre desquels, évidemment, il y a plusieurs prospects en cours. Enfin, on a une discussion qui est absolument constante avec ce partenaire. Voilà. Et effectivement, il y a un moment à partir duquel il a souhaité avoir une offre de Rafale, et donc ensuite on est rentré dans ce mécanisme et ce petit zoom sur la négociation que je vous ai expliqué. Je ne sais pas, c'est peut-être une question plutôt pour le porte-parole. Les Émirats arabes unis vont donc avoir une flotte d'avions aussi, voire plus importante que l'armée française et aussi performante. Est-ce qu'on se pose des questions? Souvent, on aime bien vendre, mais d'une façon un peu dégradée. En tout cas, c'est ce que font les États-Unis, qui n'ont pas voulu vendre le dernier modèle de la F-35 tout de suite aux Émiratis. Je crois que comme effectivement, actuellement, les Émiratis, ils ont des capacités aériennes qui sont tout à fait significatives. Hein. Ils ont 120 avions de combat, 60 F-16, 60 2000-9. Donc c'est un pays avec lequel on a de toute façon, comme je vous l'ai dit, une relation qui est déjà très structurée, une coopération très forte entre nos armées de l'air. Donc il apparaît, je crois, tout à fait logique, comme ça a été dit également tout à l'heure,
que l'armée de l'air émirati, elle souhaite se doter de capacités pour remplacer ses flottes actuelles. Et donc, dans ce cadre-là, il apparaît aussi également assez naturel qu'ils souhaitent se doter de Rafale. Après, oui, c'est un signe de confiance de nous vis-à-vis d'eux et réciproquement d'eux vis-à-vis de nous que d'acheter un avion qui n'est pas encore totalement développé. Mais la nature du partenariat avec les Émirats arabes unis, c'est une nature de partenariat avec des alliés. Peut-être le colonel Spey veut expliquer ce qu'on a fait dans la période récente avec eux, que ce soit Skyros ou d'autres exercices, mais il y a vraiment un niveau de travail en commun entre nos forces armées aériennes qui est extrêmement dense. Stéphane, est-ce que tu veux compléter ? Je pourrais donner un exemple, l'opération Apagan, ça part de la BA-104. Grâce aux Émiratis, finalement, qu'on arrive à mener une opération aussi rapidement, aussi efficacement, j'aurais tendance à dire. Il faut savoir aussi que nos équipages régulièrement s'entraînent avec les Émiratis. Pour ma part, il y a déjà un certain nombre d'années où j'ai fait une des premières missions avec des pilotes émiriens qui sont particulièrement bons dans ce qu'ils font. On a combattu aussi en Libye, à leur côté, je le rappelle aussi. Donc on a réellement un vrai partenariat depuis un certain nombre d'années. Et je ne rentrerai pas dans des accords de défense, mais ce sont des alliés, je crois que le terme est juste. Allez, une dernière question, et puis on passe au point sur les opérations. Monsieur Samama. Juste une toute petite question. Que vont devenir les Mirage 2000 qui vont être remplacés par les F4 ? Est-ce que les Émiratis doivent se charger de les recycler, de les revendre? Est-ce qu'ils sont récupérés par la France? Qu'est-ce qui arrive à ces avions vendus par la France, hein? Oui, donc comme je l'ai dit, effectivement, ça ne fait pas partie. Ils nous ont rien demandé. Voilà, donc il n'y a pas de discussion, en l'occurrence, dans ce domaine-là. Et comme je l'ai indiqué avant, hein, simplement pour donner quelques éléments chiffrés, ils vont voir arriver leur première Rafale en 2026. Donc de toute façon, voilà, d'ici là, les Mirage 2000-9, comme je le disais aussi, ils sont actuellement en phase de rénovation. Et donc je pense qu'il appartiendra aux partenaires de voir quelle logique de transition il adopte entre la flotte actuelle et la flotte de Rafale qui va arriver. Et donc dans ce cadre-là, si et à quel moment il se sépare de ces 2000-9. Et en creux, si c'est votre question, la France aura un mot à dire si ces matériels doivent être réexportés vers un autre pays. Il y a dans tous nos contrats d'armement des clauses de non-réexportation. Et ces clauses ne peuvent être levées que si le vendeur, c'est-à-dire nous, y donne suite. Donc concrètement, si les Émirats veulent vendre à un autre pays leurs avions Mirage 2000-9 d'occasion, ils devront nous en demander l'autorisation. Bien, merci infiniment, monsieur l'ingénieur général, pour ce briefing extrêmement complet, et le nombre des questions et leur qualité montrent que c'était extrêmement utile d'organiser ce briefing. Merci encore, cher Thierry. On passe maintenant au point sur les opérations. Mon colonel. Donc, bonjour. J'ai les chiffres que vous m'avez demandé, monsieur Tanguy, je vous les donnerai après. Donc, je vais commencer par Barkhane, pour vous parler d'abord d'une opération logistique assez conséquente qui s'est déroulée du 21 au 30 novembre. Entre Gao et Tombouctou, le convoi d'une centaine de véhicules est parti de Gao le 18 novembre, a atteint Tombouctou le 24 novembre, en est reparti le 27 novembre. Et bien sûr, ça s'inscrit dans la préparation du transfert de la 3e emprise de Barkhane dans le nord du Mali, qui sera effectif avant la fin du mois de décembre, conformément à l'objectif qui a été fixé par le président de la République. Un exercice d'appui au GATA, c'est-à-dire au guideur aérien tactique tchadien, dans le cadre du partenariat militaire opérationnel. Je vous rappelle que c'est un processus qu'on met également en œuvre avec les Nigériens et les Maliens. Là, il s'agissait d'engager 6 GATA tchadiens. C'est l'état-major tchadien, l'armée de l'air tchadienne qui ont organisé l'ensemble de l'exercice. Et qui ont bénéficié de l'appui des Mirage 2000 de Barkhane, notamment pour conduire des contacts avec procédures d'authentification, des marquages de zones ou des préparations de zones de largage. La coordination s'est effectuée entre l'état-major de l'armée de l'air tchadienne et le centre opérationnel de Barkhane et n'a pas appelé de difficultés particulières. Donc on a une vraie montée en gamme de l'armée de l'air tchadienne dans le domaine de la planification des opérations et dans la coordination avec les moyens déployés par l'armée française. Le 3e point pour le Sahel, c'est la Task Force Takuba, pour vous parler de l'ULRI-6 qui vient d'être déclarée pleinement opérationnelle. Elle vient de conduire sa 2e opération en 2 semaines. Et là, c'était accompagné par le Task Group franco-tchèque.
dans la région de Ménaka, région élargie. Dans le cadre du processus Ménaka sans armes, l'ULRI-6 a été chargée de contrôler des axes, de tenir des points de contrôle, des checkpoints, et a montré toute sa capacité opérationnelle. Donc c'est un vrai point positif en termes de partenariat militaire opérationnel avec les forces armées maliennes. Un troisième point qui concerne une mission de réassurance au profit de la MINUSMA. Vous savez que dans le cadre de l'adaptation du dispositif français dans la BSS, on a trois grands piliers. Le premier pilier, c'est le partenariat militaire opérationnel, c'est-à-dire l'entraînement. Le deuxième pilier, c'est le partenariat militaire de combat, l'accompagnement au combat. Le troisième pilier, c'est la réassurance, c'est-à-dire la capacité des Français, des Européens à fournir des missions d'appui, renseignement, appui-feu aux armées locales ou aux missions internationales. Et là, on a joué ça en réel le 4 décembre dernier, puisque la plateforme de Kidal, la base MINUSMA de Kidal, a été frappée par des tirs indirects. Et on avait une patrouille de Mirage 2000 qui était en l'air en mission de reconnaissance, qui a été détournée pour intervenir sur Kidal très rapidement pour apporter un appui à la MINUSMA. Je passe au point suivant, le golfe de Guinée, pour vous parler d'une interaction entre notre Falcon Marine déployé à Dakar avec la marine italienne et sénégalaise sur un exercice de surveillance maritime et de surveillance des pêches. Ça s'est très bien passé, pas de difficultés particulières. Pour vous parler également du partenariat militaire opérationnel avec le Bénin, qui est un sujet un petit peu d'actualité. On a un détachement PMO qui est issu des éléments français au Sénégal, qui est déployé depuis juin 2021 au Bénin et qui œuvre au profit de l'armée béninoise, qui, vous le savez, a été récemment concerné par deux incidents avec des GAT sur la frontière nord, enfin avec des présumés GAT sur la frontière nord. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Donc les EFS ont formé un contingent d'environ 160 militaires béninois qui ont été ensuite déployés dans la zone du parc de Pendjari, sur la zone frontalière avec le Burkina Faso. Un DPMO EFS, c'est environ 40 à 45 PAX. On passe à Chamal. Pour vous signaler, mais je pense que vous l'avez vu ce matin dans les dépêches, le transfert, la bascule officielle de la mission OIR d'une mission de combat vers une mission d'appui et de conseil. Je cite le porte-parole du ministère irakien de la Défense qui parle d'une mission de non-combat. Donc ce qui va se passer de manière concrète, c'est qu'au niveau des effectifs, ça ne va pas fondamentalement évoluer. On sera toujours dans la classe de 3500-3600 militaires étrangers, essentiellement américains, déployés sur le sol irakien. La grande différence, c'est qu'il n'y aura plus de missions de combat. Ce seront essentiellement des missions d'appui et de conseil. Conseil notamment via le détachement qui est déployé au sein du JOC, c'est-à-dire du centre opération des forces armées irakiennes, au sein duquel la France déploie 6 officiers, dont le directeur de l'équipe de conseil international. Et les missions d'appui, ce seront notamment avec les vecteurs aériens, et la France restera pleinement engagée puisqu'elle pourra intervenir à partir des capacités aériennes qui sont déployées au Levant et à partir des EAU pour des missions de renseignement, des missions d'appui-feu. Je passe au Golfe arabo-persique. Pardon. Pour vous signaler que la frégate de défense aérienne Chevalier Paul a été engagée dans le cadre de la CTF 150 de contrôle des flux maritimes pour lutter contre les financements du terrorisme, et qu'elle a intercepté un boutre avec 500 kg d'héroïne. Donc le bilan pour le Chevalier Paul actuellement, c'est 500 kg d'héroïne et 2 tonnes de cannabis. On a également un Atlantique 2 qui est déployé au FFEAU, qui a réalisé 2 vols de 6 heures dans le golfe d'Oman et dans le détroit d'Ormuz dans le cadre de la mission Agénor. Pas de difficultés particulières. Sur la Méditerranée, un mot sur Irini, pour vous rappeler qu'on a un patrouilleur de haute mer, le commandant Bouan, qui est déployé dans l'opération. Pas de point particulier cette semaine. Toujours en Méditerranée, la conduite d'une coopération bilatérale, d'un exercice bilatéral franco-marocain Chebec 21, qui a engagé la frégate marocaine Sultan Moulay Ismail et la frégate de type Lafayette Guéprat pour différents exercices avec une partie manœuvre conjointe, visite de bâtiments suspects et activités de coopération aéromaritime. C'est un exercice qui est organisé tous les ans.
Je signale également le retour de la FREMM Auvergne dans le canal de Syrie dans le cadre de l'opération Chamal, afin de disposer, de renforcer l'autonomie d'appréciation de situation sur ce qui se passe en Syrie. La FREMM Auvergne avait été désengagée pour participer à l'exercice Polaris pendant 3 semaines. Un point sur le Grand Nord, pour vous signaler la première relève d'équipage sur la FREMM Bretagne à Reykjavik le 4 décembre. C'est quelque chose qui s'est déjà fait dans le Golfe Arabo-Persique au FFEAU avec la Languedoc. C'est-à-dire que le bâtiment reste sur place et ce sont les équipages qui s'auto-relèvent. Donc il y a un équipage qui arrive et un équipage qui rentre. Ça permet en fait d'assurer une plus grande permanence de capacité maritime dans le Golfe Persique ou dans l'Atlantique Nord. Et là, ça va nous permettre d'avoir une permanence sans interruption sur le théâtre Atlantique Nord arctique. Puisque dès le 7 décembre, la FREMM Bretagne a repris la mer pour des missions de surveillance. Un mot sur la mer Noire. Je ne vais pas revenir dans le détail sur ce que nous avons déjà évoqué, mais je vais vous donner des chiffres. Donc, les campagnes du type de ce qu'on a connu hier et aujourd'hui, c'est une campagne, c'est environ 3 à 4 vols, et on a 3 ou 4 campagnes par an en moyenne. Et le nombre d'interceptions, je crois que c'est France Info qui nous a demandé. On a eu 12 interceptions d'ALRA en 2021. Suivante. Sur les Fazoï, pour vous signaler le déploiement d'un Falcon 50 qui a effectué 2 vols. Pourquoi est-ce que c'est notable? Parce qu'en fait, dans le cadre de la protection de l'environnement et de la protection des zones économiques exclusives et notamment de la lutte contre la surpêche, le Falcon a réalisé donc 2 vols et a permis d'intercepter un bâtiment de pêche qui procédait à des pêches illégales et qui a été arraisonné. En termes de prépa-ops, je terminerai sur 2 points. Un, pour vous signaler un exercice de guerre électronique qui est mené par l'armée de terre, c'est l'exercice Aigle Noir, qui implique l'engagement d'un groupement de commandos parachutistes de la 11e BP, 11e brigade parachutiste, et le groupement d'aide à l'engagement débarqué de la 9e brigade d'infanterie de marine, avec une interaction guerre électronique. Le 54e régiment de transmission joue les forces d'opposition pour entraver la mission des commandos qui sont chargés de s'emparer d'un barrage. Et pour vous parler de l'exercice Volcanex 2021 qui concerne plus particulièrement l'armée de l'air et le groupe aérien européen. Donc ça mobilise 9 armées européennes, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et la France. Et il s'agit de s'entraîner à la protection, à des missions de protection et de défense de bases aériennes projetées. Voilà pour ce point de situation. Je suis prêt à répondre à des questions si vous en avez. Oui, 4 questions, Colonel. D'abord, est-ce que vous confirmez le passage à Barkhane d'une mission de chercheurs français qui est rentrée a priori hier en France? C'est la première question. La deuxième concerne le Covid, le nombre de cas que vous avez enregistrés en opération extérieure jusqu'à maintenant, ou combien vous en avez actuellement. Troisième question sur le montant en tonnes des saisies narco. Parce qu'on a bien noté cette dernière saisie, mais on s'y perd un peu en ce moment dans les saisies, parce qu'il y en a quasiment toutes les semaines. Donc juste pour être factuel et évidemment sans féliciter, est-ce que vous auriez la synthèse, ou peut-être que la marine a ce chiffre, puisque c'est la marine qui fait ce travail, ce chiffre précis, s'il vous plaît. Merci. Alors la première question, oui, je confirme le déplacement de 4 chercheurs dans la bande sahélo-saharienne qui a été pilotée par la DGRIS du Minarme. La deuxième question sur les cas Covid, je n'ai pas de chiffre exact à vous donner, mais on doit être de l'ordre d'une cinquantaine. Ce qui est important de noter, c'est que c'est stable, voire ça baisse. Et sur l'ensemble des OPEX, ça fait quand même pas beaucoup. Et sur le volume global de saisie de Narcops depuis le début de l'année 2021, je vais vous trouver le chiffre avec la marine, je l'ai pas en tête. Et juste ma quatrième question que j'ai oublié de vous poser, donc sur les Russes, vous dites que vous n'êtes pas intercepté aux confins de l'espace aérien russe. Par contre, vous parlez quand même d'interception d'avions russes aux confins de l'espace aérien français. Donc quel est le bon terme en fait? Qu'est-ce qu'une interception et qu'est-ce qu'une rencontre fortuite par le plus grand des hasards de 2 avions russes et français? Merci. Alors je vais laisser mon camarade de l'armée de l'air vous décrire ça. Et juste pour apporter un petit complément, mais vous le savez, mais ça vaut la peine d'être précisé, c'est que tout ce qui se concerne la Manche et l'Atlantique implique beaucoup de pays.
la Grande-Bretagne, la Belgique, avec des systèmes d'auto-relève dans l'espace aérien. Donc on n'est pas tout à fait dans la même configuration en mer Noire et en Manche. Mais je laisse mon camarade vous répondre sur la nuance sur les interceptions. Alors, j'ai pas de carte à vous présenter, mais il faut vous imaginer globalement, on va dire la mer Noire, qui est cette zone-là. Parle devant le micro. Ouais, pardon. On va le faire différemment. La mer Noire, d'accord. Dans la mer Noire, vous avez une zone centrale qui est la FIR, une zone internationale où tout le monde peut voler. Il n'y a pas de problématique de navigation qui doit se poser. Et ensuite, chaque pays a sa zone propre. Lorsque nos avions évoluent dans la zone centrale, on est dans l'espace international. D'accord. On respecte les règles de navigation. On n'est pas rentré dans la zone russe. C'est pour ça que l'interception n'a pas eu lieu dans la zone internationale. Voilà la grosse différence que vous pointez tout à l'heure et qui fait qu'on ne se retrouve pas non plus dans des situations où, si on rentre dans une zone alors qu'on n'a pas l'autorisation, on peut être arraisonné, on peut vous obliger à aller vous poser quelque part. Ça ne peut pas se passer vu qu'on est dans la zone internationale. Lorsqu'on parlait tout à l'heure des ALRA, en l'occurrence, le chiffre qui est donné ne veut pas dire que les avions russes sont venus dans la zone française, ont été interceptés en France. Ça veut dire qu'ils étaient dans une zone internationale, en rapprochement de zones européennes, dans la grande zone, si vous voulez, otanienne, et que donc il y a une réaction de toutes les polices du ciel, on va dire, européennes, dont françaises. On peut décoller, on peut être en vol, ce qui ne veut pas dire qu'on va intercepter physiquement, c'est-à-dire que prendre des photos d'avions à réaction, comme vous avez pu le voir, en l'occurrence. Est-ce que j'ai... Alors, techniquement, une interception, c'est à partir du moment où deux avions ont une route qui arrive sur un point commun, on va dire. D'accord. Donc là, en l'occurrence, le terme interception peut parfois donner l'impression qu'il y a une action, on va dire, un peu militaire derrière. Je peux vous dire aussi que c'est tout simplement une rejointe, si vous préférez. Là, en l'occurrence, les avions ont rejoint les avions français. Voilà, et ont continué la trajectoire à côté des avions français. Le terme d'interception peut en général véhiculer un sentiment d'agressivité. Ce n'est pas le cas en l'occurrence. Il y a une rejointe. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que j'ai voulu préciser tout à l'heure la notion de ils ont été accompagnés, on les a contraints dans leur cheminement. Ce n'est pas le cas. On n'a pas été contraints, on était dans la zone internationale et on a respecté notre liberté de navigation. C'est un cas concret de communication stratégique. C'est la façon dont on présente les choses et la façon dont elles sont perçues par ceux qui sont dans ces tuiles auditoires vers lesquels tel ou tel pays va communiquer. Si vous parlez d'interception et que vous mettez en ligne des images, ça peut nourrir l'impression qu'effectivement il y a une notion d'agressivité, de défense. Et en fait, ce que nous on voit en rétexte, ça a été un accompagnement. Et il n'y a pas eu de manœuvre dangereuse, ça n'a pas entravé la liberté d'action des avions français et ça n'a pas entravé le bon déroulement de la mission. Et ce matin, c'est pareil. Ce qui était prévu ce matin a été fait ce matin. Voilà. Il y aurait eu une interception si effectivement on avait été obligé de se dérouter, si on avait été obligé de sortir de la zone, ce qui n'a pas du tout été le cas. On est vraiment dans la notion de perception. Donc, en termes de perception, pour les ALRA russes, c'était de l'accompagnement et non d'interception. Alors, ça dépend des situations. Si vous arrivez à un moment où vous vous retrouvez à être capable de prendre une photo, ça veut dire que vous êtes suffisamment proche que vous accompagnez finalement l'aide. Combien de temps vous allez l'accompagner, c'est un peu la subtilité. C'est-à-dire que si on joue sur les mots entre guillemets, l'interception c'est quelque chose qui est ponctuel, je viens de l'intercepter, l'accompagnement je reste avec lui. Là en l'occurrence, ils nous ont accompagnés, il faut rester avec nous. Ce qui est tout à fait... je passe pas de difficulté. Oui, je crois qu'il y a encore une question. Oui, toujours sur le même épisode, enfin les mêmes épisodes. C'était les vols français dans le cadre, c'était une mission OTAN ou c'était spécifiquement français? C'était une mission nationale. Mission nationale. Et en fait, il y a, dans le cadre de l'OTAN, les pays de l'OTAN échangent l'information. Donc c'était une mission nationale, dans un cadre national qui est parti du territoire métropolitain, qui est revenu dans le territoire métropolitain. Je pense qu'ils ont dû rentrer là. Et donc, après, il y a un échange d'informations qui est, somme toute, classique avec les pays de l'OTAN. Voilà.
Juste puisqu'on est dans la séance d'explication détaillée, est-ce que dans les 12, les chiffres 12 que nous avez cités pour cette année, est-ce qu'il faut comprendre en fait qu'il n'y a pas eu de viol de frontières ou de... Voilà, c'est ça en fait le message. Hein. Alors, pas à ma connaissance, mais je vais vérifier, mais pas à ma connaissance. Non. Mais c'est aussi un exercice de gymnastique tout ça. Donc, je fais décoller des avions à long rayon d'action, ils se promènent. Les gens réagissent enfin, vous voyez, c'est un peu une forme de chorégraphie. Voilà. C'est un peu plus compliqué, je pense. Et alors, M. Tanguy est sorti, mais c'est 45 tonnes depuis le début de l'année de saisie de narcotiques en cumul par la Marine nationale sur toutes les zones d'opération. 45 tonnes. Voilà. Très bien. Merci infiniment, mon colonel, et on vous dit à la semaine prochaine. Merci.